Bonjour à tous et bienvenue dans Face au territoire. Vous le savez, sur TV5 Monde en direct chaque jeudi à 9h30 avec nos partenaires de Ouest France, de Nice Matin, de France Antilles et de 20 minutes qui nous a rejoints. Donc cette émission est regardable aussi sur les sites, sur les plateformes numériques de westfrance.fr, de Nice Matin.com et de franceantilles.fr avec un léger décalage horaire dû au fuseau, bien sûr, aux Antilles. Mon invité ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour, Jean-Baptiste Lemoyne. Salut Viguier. Vous êtes ministre chargé du tourisme, je prends mon souffle, des Français de l'étranger, de la francophonie et des petites et moyennes entreprises. Donc à la suite de la démission d'Alain Griset, il y a quelques semaines, on va revenir bien sûr sur l'ensemble de ses attributions ministérielles importantes dans un instant. Mais j'ai une question à vous poser qui est une question liée à l'actualité avec cette grève, vous le savez, des enseignants, une mobilisation massive qu'on attend pour protester contre la valse des protocoles sanitaires, dit-on. Il y a eu un accrochage dont la presse a parlé ces dernières 24 heures entre deux ministres, Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à propos de cela. Est-ce que vous étiez au Conseil des ministres, entendu cet accrochage? Est-ce que vous en avez été le témoin? Écoutez, alors manifestement, on n'a pas vécu le même Conseil des ministres entre les observateurs et moi qui y étais. En tous les cas, à aucun moment je n'ai entendu d'éclats de voix ou d'altercations. Et vous savez, c'est bien simple. On est quand même tous tendus au sein de ce gouvernement vers un même objectif, c'est protéger les Français, lutter contre ce fichu virus qui est un inattendu permanent. Et qui dit inattendu permanent dit aussi adaptation permanente. Et donc, c'est pour ça qu'on fait en sorte que les protocoles évoluent avec toujours beaucoup de bon sens et de pragmatisme. Vous savez, moi je suis papa aussi d'enfants, de jeunes enfants. Eh bien, écoutez, 6 et 11 ans, vous saurez tout. Et donc, je vois aussi effectivement toutes les contraintes qui pèsent sur les parents. Mais on a une fierté. On parle de pagaille. Mais je crois qu'on peut avoir une fierté, française, c'est que nous sommes le pays au monde qui a le plus réussi à laisser ouvert les écoles et donc qui a permis aux enfants de continuer le mieux possible pour vous, c'est leur pas la apprentissage. pagaille, comme on dit, c'est pas la pagaille. En fait, la réalité, c'est que le virus, il fiche le bazar un peu partout, mais c'est le virus qui fiche le bazar. C'est pas l'État par ses protocoles. Les protocoles, ils sont là pour permettre de laisser ouvert le maximum de classes, et ça, c'est une fierté française. Vous penchez pour lequel des deux ministres? Plutôt pour les thèses d'Olivier Véran ou plutôt pour celles de Jean-Michel Blanquer? Ah non, mais vous savez, on n'est pas, c'est pas l'un contre l'autre. Ce gouvernement, et d'ailleurs, c'est la force d'ailleurs de la révolution Macron, si je puis dire, depuis 2017. C'est mettre autour de la table, d'ailleurs, des gens qui avant, peut-être, se seraient écharpés sur des plateaux, des gens qui viennent de droite, des gens qui viennent de gauche, des gens qui viennent du centre, des gens qui viennent parfois de la société civile. Eh bien non, justement, la force, c'est qu'on est tous derrière une même vision, celle du président de la République, que porte le Premier ministre. Et donc, je crois que ça fait longtemps que les Français attendaient justement ce type de gouvernement où, comme dans mon conseil municipal à Valery, dans l'Yonne, il y a quelques années, eh bien voilà, quelle que soit sa chapelle d'origine, on est d'accord sur l'essentiel. Jean-Baptiste Lemoyne est notre invité ce matin dans Face au territoire. Nice Matin, vous savez, partenaire de cette émission. Il existe des stations de ski au-dessus de Nice. J'ai eu le plaisir de pouvoir les visiter pendant ces dernières vacances. Et elles se plaignent beaucoup de la désaffection des touristes, notamment anglais, qui ne peuvent plus venir à cause de toutes ces contraintes en France. Et ça évidemment fait une énorme déperdition financière pour ces stations de ski. Vous êtes le ministre du Tourisme. Comment remédier à ce problème très concret, Jean-Baptiste Lemoyne? Alors en effet, la clientèle britannique, c'est 15% de la clientèle pour les stations de ski en France. Et donc au mois de décembre, on a été amené à prendre cette décision de limitation des déplacements depuis le Royaume-Uni, parce qu'à l'époque, le variant Omicron galopait déjà là-bas, alors qu'en France, nous étions encore préservés et que nous mettions des mesures de freinage. Que peut-on faire? Aujourd'hui, on voit bien que la situation, on est désormais dans des situations assez similaires en termes de circulation du variant. Et donc, nous avons pris la décision, sous l'autorité du Premier ministre, de faire évoluer ces règles, de les assouplir. Donc demain, c'est une annonce ce matin. Vous allez assouplir ces règles. Exactement. Ce sera au journal officiel demain, avec une application immédiate. Les personnes venant du Royaume-Uni qui sont vaccinées, d'une part, n'auront plus à produire de motifs impérieux, parce qu'un motif impérieux, ça exclut les déplacements de loisirs. Donc on pourra à nouveau se déplacer depuis le Royaume-Uni pour des motifs de loisirs et donc pour aller skier, par exemple.
que par ailleurs, on met fin, pour les personnes vaccinées, à la période d'isolement qui était de 48 heures avec la production d'un test négatif à l'issue. On demandera seulement aujourd'hui un test négatif de moins de 24 heures au départ. Et ensuite, vous pouvez dévaler tout chousse les pentes de nos stations bonne nouvelle françaises. Ce matin pour les stations de ski françaises, bien sûr des Alpes, des Pyrénées, qui se plaignaient de ne plus pouvoir avoir de touristes. Tout à fait. Et on prend cette décision dans la philosophie, d'ailleurs, qu'a tout à fait indiqué le président de la République, c'est-à-dire qu'en revanche, la contrainte, elle est plus forte sur les personnes non vaccinées, parce que les personnes non vaccinées, elles gardent des motifs impérieux, donc elles ne peuvent pas venir pour des motifs de loisirs. Et ces personnes, si d'aventure elles devaient venir pour une raison d'urgence, elles se voient appliquer les anciennes mesures. Vous allez continuer à emmerder, entre guillemets, les personnes non vaccinées. Donc l'idée, c'est le vaccin, il fait la différence. Le vaccin, il vous protège et il protège les autres. Et donc c'est pour ça que c'est important d'ailleurs qu'on met le paquet sur la campagne de rappel. Et c'est ça qui nous permet de maintenir ouvert beaucoup d'activités. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger, de la francophonie et des petites et moyennes entreprises. Et notre invité ce matin dans Face au territoire, dans un instant, c'est Ouest France qui sera sur ce plateau, Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane Vernet, vous êtes le rédacteur en chef délégué d'Ouest France. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons parler tourisme, une des attributions importantes du portefeuille ministériel de Jean-Baptiste Lemoyne. Mais tout de suite, François-Xavier Lefranc, qui est rédacteur en chef de Ouest France, voulait interroger notre ministre ce matin sur l'une de ses attributions importantes aussi, qui est la francophonie. François-Xavier Lefranc depuis Rennes. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes ministre délégué, entre autres, à la francophonie. Alors la francophonie, ça peut être un puissant levier diplomatique, mais est-ce que la francophonie, ce n'est pas aussi d'abord et avant tout la défense de la langue française, qui est tellement malmenée en ce moment avec tous les anglicismes qui nous sont assénés du matin au soir. Dans le monde des affaires, dans le monde de l'économie, il semblerait parfois que parler français est presque ringard. Alors, est-ce qu'il n'est pas urgent de rappeler la richesse de la langue française? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement urgent de rappeler que les fake news sont d'abord et avant tout des fausses nouvelles? Oui, je suis tout à fait d'accord avec François-Xavier Lefranc. Il est temps, justement, de retrouver une fierté de cette langue française. Cette langue française qui, d'ailleurs, on se souvient de Villers-Cotterêts, de ces dispositions importantes qui s'inscrivent dans l'histoire de France, mais le français, quelque part, d'ailleurs, il échappe à la France, puisque de nombreux États, peuples dans le monde, s'expriment en français. Et ce français, c'est donc une richesse pour nos échanges, et on doit en être fiers. Et donc, le président de la République, d'ailleurs, il y a 3 ans, c'était justement à l'Académie française, avait présenté un plan pour le développement de la francophonie et du plurilinguisme. Et donc, c'est un véritable combat pour la diversité linguistique. Et ce qui va nous animer, d'ailleurs, c'est avec cette présidence française de l'Union européenne, parce que moi, j'en ai un peu marre, pour être très trivial, de voir comment maintenant, à Bruxelles, l'anglais prédomine, parce que 85% des textes sont produits en anglais. C'est un appauvrissement intellectuel qui est énorme, et donc très important que, finalement, chacun des citoyens européens puisse comprendre et être compris dans sa langue. Ça veut dire en français, mais également en allemand, en espagnol, dans toutes les langues de l'Union. C'est un gros combat parce que il y a une sorte de fatalisme dans les institutions qui ne nous satisfait. Ouais. Voilà, image de Lilian Leger qui était donc à Rennes avec François-Xavier Lefranc de Rennes à Paris, mais toujours Ouest France. Stéphane Vernet. Alors à Paris, je vais vous ramener sur un autre aspect de votre gros portefeuille ministériel. J'ai envie de vous parler du tourisme. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point rapide de la situation des professionnels du tourisme en France après presque 2 ans de Covid? Qui s'en sort? Qui souffre? Comment ça se passe en ce moment? Alors c'est vrai que depuis 2 ans, déjà, il y a eu un soutien massif de l'État aux acteurs du tourisme. Pour vous donner quelques chiffres, parce que le tourisme a été la première industrie impactée. Dès lors que les avions sont cloués au sol, que les frontières sont fermées, on voit bien que, par définition, le tourisme international est touché de plein fouet. Donc, nous, on est venu tout de suite avec des mesures de soutien puissantes qui se chiffrent à date à 38 milliards d'euros depuis le début de la crise. La France est toujours le premier pays du monde en matière de fréquentation touristique, malgré le Covid. Malgré le Covid. Alors, on a divisé par 2 le nombre de touristes internationaux. Avant crise, on était à 90 millions. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 45 millions, vous voyez. Quel est notre principal concurrent ? Alors,
on a des voisins qui en ont sous le pied, si je puis dire. Je pense à nos amis espagnols, qui sont pas très loin de nous, mais qui sont peut-être plus dépendants d'une certaine forme de tourisme, alors que nous, on a une diversification, une diversité de nos territoires, de nos paysages aussi, de notre industrie touristique, je crois, qui nous a permis d'être plus résilients. Et puis, ce qu'on a découvert avec cette période de crise, c'est que, et moi j'ai appelé les Français à redécouvrir la France. Vous m'avez souvent entendu parler de l'été bleu, blanc, rouge. Les Français, effectivement, ont été au rendez-vous. Ça a très bien fonctionné. Et également, le socle des clientèles européennes, parce que finalement, les Européens, c'est des clientèles de proximité aussi, et ils sont au rendez-vous. Passer de 90 millions de touristes étrangers à 45 millions, c'est énorme. Enfin, le choc est monumental. Est-ce que le secteur a réussi grâce à vos aides et d'autres choses, à bien encaisser ce choc-là? Alors, certains territoires ont bien tiré leur épingle du jeu. Lesquels, par exemple? Les territoires ruraux, les territoires de montagne l'été, par exemple. La saison de ski, ce Noël, s'est bien passé? Alors, la saison, effectivement, est bien engagée. On est, par rapport à 2019, je dirais quelque part autour de moins 8%. Mais vous voyez que par rapport à avant-crise, on commence, ça y est, à se rapprocher à des niveaux intéressants. Et puis surtout, il y a des stations, je regardais dans les Pyrénées, du plus 10, plus 20, plus 30%. C'est, comment dire, en Savoie, Haute-Savoie, encore un petit peu plus compliqué pour certaines grandes stations qui dépendent de ces clientèles internationales et notamment britanniques, mais la décision de ce matin, je pense, va permettre un rattrapage, je l'espère. Et puis, regardez, la première semaine de janvier, on est à plus 5% par rapport à 2019, donc, grâce aux clientèles belges, néerlandaises. Si je vous entends bien, les situations sont assez contrastées. Exactement, hétérogènes. Et alors, je vous donnais un exemple de territoire qui fonctionne bien, la ruralité, je veux dire, l'Aveyron, le Jura, on fait des cartons. Mais en revanche, il y a des territoires métropolitains, je pense à Paris, je pense à Strasbourg longtemps, qui ont été pénalisés parce que naturellement plus exposés. On parle, naturellement, vous êtes partenaire aussi avec Nice Matin. Bien sûr, la Côte d'Azur a été pénalisée par l'absence de clientèle internationale lointaine. Je pense aux Russes, je pense parfois peut-être à certaines clientèles du Golfe. Et donc, naturellement, là, il y a eu un choc plus fort, mais on a été présent aussi au côté des acteurs. Est-ce que Paris, vous venez d'évoquer, et les grandes villes en général, sont pénalisées par une baisse du ce qu'on appelle le tourisme d'affaires? Alors, c'est vrai, le tourisme d'affaires les congrès, les colloques, a été très touché, exactement. Moi, j'ai veillé à ce qu'on puisse accompagner les acteurs de l'événementiel. Et je précise d'ailleurs que dans les dispositions qui ont été prises là, pour faire face à cette nouvelle vague, les foires et les salons peuvent continuer à se tenir parce qu'ils ont redémarré. Avec des jauges différentes. Dès lors que ce sont ce qu'on appelle des établissements recevant du public qui sont circulants, c'est-à-dire qu'on ne reste pas statique, ils observent un protocole sanitaire et ça permet quand même de maintenir un certain nombre d'événements. Mais c'est vrai que toutes les clientèles ne sont pas là. Un mot sur les voyagistes et également sur les parcs d'attractions et de loisirs. Comment ça se passe? Alors, du côté des agences de voyage... on sait que Disneyland Paris, par exemple, est une des motivations pour les Européens de venir à Paris. Ouais. Donc, je revenais sur les agences de voyage. Un mot peut-être, c'est que, ils ont été touchés fortement. Donc, on a mis en place une disposition au tout début de la crise, qui était une disposition qui s'appelle les avoirs, qui permettait de reporter les voyages. Et donc, ça a permis à ces voyagistes de préserver leur trésorerie dans un premier temps. Et puis, on continue là aussi à être très présent. Les parcs d'attractions, rapidement. Oui, parcs d'attractions, on fait globalement de bons résultats. Rodolphe Delors, pour le zooparc de Beauval, vous savez, qui est naturellement fameux pour ses pandas, me signalait qu'il a fait un été et une arrière-saison phénoménale, en croissance. Donc, je crois que les Français ont aussi redécouvert, justement, en restant en France, ces magnifiques établissements souvent familiaux. D'attraction. Chonu, qui est un dessinateur, collaborateur de Ouest France, que vous connaissez bien, Stéphane Vernet, a toujours, c'est la tradition de cette émission, une question à vous poser sous forme de dessin. On écoute, on regarde Chonu. Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes sur tous les fronts. La question que je vais vous poser n'est certes pas essentielle, mais tout le monde se la pose. Et il faut dire qu'en ce moment, les occasions de s'amuser se font rares. Pourquoi les discothèques sont-elles fermées alors que les clubs libertins, eux, restent ouverts? Bon, vous allez peut-être me dire que c'est parce que dans ces établissements, ça fait des lustres, on porte le masque. C'est incongru. En fait, il y a une explication juridique. C'est-à-dire que sont fermés les établissements qu'on dit de type
P ou de type N. C'est des établissements recevant du public. Et ces clubs, en fait, ils peuvent ressortir parfois de catégorie P ou N. Dans ces cas-là, ils sont fermés, comme tous les autres. En revanche, si parfois ils sont assimilés à des bars, ils peuvent rester ouverts. Donc, c'est cet aspect juridique qui fait que tous ne sont peut-être pas fermés, mais qu'un certain nombre le sont. On va y revenir avec Jean Roch, qui est propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez, qui veut vous interpeller là-dessus dans un instant. Stéphane Vernet. Une dernière question. Alors, vous êtes en charge de plein de choses et je ne veux pas charger la mule, mais vous n'êtes pas en charge des transports. J'ai quand même une question sur ce qui s'est passé en cette fin d'année où on voit des compagnies aériennes qui sont obligées d'opérer des dizaines, des centaines, voire des milliers de vols à vide pour garder leur créneau. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? C'est quand même une situation quand même très paradoxale. Alors, il me semble que les autorités européennes et internationales avaient pris un certain nombre d'assouplissements pour éviter qu'un certain nombre de vols à vide soient menés. Sauf que c'est revenu en fin d'année. Voilà. Donc, ça se reproduit à nouveau. Ouais. Mais je pense que du coup, il faut un certain nombre d'assouplissements pour éviter cela, quoi. Bien sûr. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger, de la francophonie, mais également des petites et moyennes entreprises, qui est notre invité politique ce matin. Merci Stéphane Vernet. La une de Ouest France. C'est une bonne question, monsieur. Bon, alors, pas de une de Ouest France ce matin. On va revenir. La voilà, d'ailleurs, on la voit sur l'écran. Donc, on la voit pas. Comme ça, vous pouvez la commenter. C'est le Covid. L'école, évidemment. Pourquoi l'école se met à l'arrêt ce jeudi? C'est la grève aujourd'hui. Merci Stéphane Vernet. On va revenir sur cet aspect des discothèques. Vous savez pourquoi, Jean-Baptiste Lemoyne? Parce qu'il perturbe notre jeunesse qui, bien sûr, dans ces temps de Covid et de crise sanitaire, ne peut plus aller danser et s'amuser. Et c'est bien entendu triste pour toute une génération. Et Jean Roch, que Nice Matin a rencontré, qui est le propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez, a une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Ministre. Une simple petite question. Je m'interroge sur la position prise par le Premier ministre anglais, M. Boris Johnson, de laisser tout ouvert en Angleterre. Restaurants, bars, aucune limitation. Et également les discothèques. Et ça continue de fonctionner. Sa position, par rapport au virus, par rapport à la Covid, est celle de créer une immunité collective. Raison, tort, je pense que tout le monde navigue à vue et que personne n'a la réponse. Mais je voulais savoir, vous, quel était votre sentiment par rapport à ça? Parce que je me dis que il a sauvé peut-être toute la dynamique commerciale anglaise, et j'ai pas l'impression que les stats en Angleterre soient beaucoup plus sérieuses que les nôtres. Alors, en fait, on a voulu prendre des mesures de freinage pour pouvoir tout simplement éviter l'engorgement des hôpitaux et pour pouvoir éviter d'être placé dans une situation qu'on a connue. Car on sait que les jeunes ne développent pas une maladie forcément grave avec le Covid. Je vais faire le lien avec le Royaume-Uni. Je vais faire le lien avec le Royaume-Uni parce que Jean Roch dit finalement au Royaume-Uni tout est resté ouvert globalement et ça continue à tourner. Oui. Mais le Royaume-Uni en matière hospitalière, je dirais, a peut-être des pratiques un petit peu différentes. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne très âgée et que vous arrivez potentiellement pour être placé en réanimation, ce que je comprends de la politique de santé, c'est que en France, on fait tout pour sauver tout le monde, quel que soit l'âge. Et que manifestement, la façon de pratiquer au Royaume-Uni est peut-être un peu différente, ce qui explique aussi certaines décisions. Mais nous, on ne veut absolument pas se trouver dans une situation où on est obligé justement de devoir faire des choix. Et donc, on ne veut pas engorger les services de réanimation. Donc, on prend ces mesures qui ont un impact sur les acteurs, mais on soutient les acteurs économiquement. Voilà, c'était Jean Roch, propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez. Une séquence réalisée par le groupe Nice Matin, dont Denis Caro est le directeur des rédactions. Bonjour Denis, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons parler avec vous des autres secteurs d'activité de Jean-Baptiste Lemoyne, dont les PME. Mais tout de suite, Cyril Boutier, depuis Fort-de-France, notre partenaire de France Antilles, a une question à poser à Jean-Baptiste Lemoyne. 3e saison touristique problématique aux Antilles. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Ministre. Les professionnels du tourisme sont particulièrement impactés par la crise sanitaire et notamment les restrictions qui en découlent au niveau national, mais également aux Antilles et en Guyane. Ici, c'est la 3e haute saison touristique qui est impactée par le Covid. Ces professionnels, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient hôteliers, qu'ils soient propriétaires de gîtes, souffrent particulièrement et souffrent surtout d'un manque de visibilité. Alors évidemment, ils sont aidés par l'État, par un certain nombre de dispositifs, mais comment
pourrait-on les rassurer quelque part et leur proposer un horizon un peu plus dégagé ? Alors, déjà, je fais un point des vacances de Noël, pardon. Il faut avoir en tête que, par exemple, la Martinique a plutôt pas mal fonctionné avec des taux d'occupation de environ 70% la première semaine, 90% même entre Noël et Jour de l'An. C'est pas la perception qu'on en en a revanche, fait, donc... en Guadeloupe, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. On est plutôt de l'ordre de moins 30% par rapport aux chiffres habituels. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, puisque ces territoires ont connu et connaissent encore parfois des couvre-feux ou parfois l'état d'urgence sanitaire, on a aussi prolongé un certain nombre de dispositifs. Le fonds de soutien qui n'existe plus au niveau métropolitain, nous l'avons prolongé, par exemple, pour les territoires ultramarins. Nous avons, avec Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire, poursuivi aussi un certain nombre d'aides qu'on appelle coût fixe ou l'activité partielle. Et pour donner d'ailleurs une perspective, je réunirai le 3 février avec Sébastien Lecornu un conseil justement stratégique du tourisme ultramarin. Ça réunit tous les acteurs du tourisme et nous pourrons aussi travailler à la fois sur le soutien mais aussi sur le rebond parce que ce sont des joyaux de notre destination bleu-blanc-rouge. Denis Caro. Jean-Baptiste Lemoyne, vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés de certaines entreprises, notamment dans le secteur de l'événementiel. C'est des situations qu'on connaît bien sur la Côte d'Azur. Est-ce que de nouvelles mesures de soutien supplémentaires sont envisageables ? Alors, on s'adapte de façon perpétuelle, naturellement, et c'est pourquoi on a, avec Bruno Le Maire, annoncé la semaine dernière l'élargissement à tout ce qu'on appelle le secteur S1 et S1 bis, pardon, on va être un peu techno, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la chaîne du tourisme au sens large, la réactivation du dispositif coût fixe dès lors qu'on perd 50% de son chiffre d'affaires, l'activité partielle avec un reste à charge zéro, et le travail ne s'arrête pas là, puisque j'ai reçu par exemple l'événementiel sportif il y a 2 jours. Nous recevons les traiteurs cet après-midi. Et donc, on continue à traquer les trous dans la raquette pour adapter nos dispositifs. Et je pense qu'il y aura peut-être des bougies encore à faire ici et là pour qu'on puisse prendre du mieux possible en compte leur situation et les aider à tenir pour pouvoir après rebondir. Alors il y a aussi le remboursement du prêt garanti par l'État. Près de 700 000 entreprises en ont bénéficié. Des facilités ont été accordées. Est-ce que celles-ci seront suffisantes pour éviter à certaines entreprises de disparaître ? Oui, alors effectivement... on a pris des décisions importantes, c'est-à-dire l'idée de pouvoir aménager son prêt garanti par l'État sans passer par l'étape tribunal, forcément, pour pouvoir, à travers la médiation du crédit, parfois travailler sur un allongement de la durée de remboursement. Jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans, voilà. Éventuellement, dans certains cas, peut-être d'ailleurs aussi décaler les premières échéances. Et donc, on est en train, avec Bruno Le Maire, de travailler à la finalisation de l'accord de place, parce qu'il faut avoir l'accord des établissements bancaires, de la Banque de France, pour un dispositif qui, du coup, dont les modalités pourraient être annoncées dans les tout prochains jours. Denis Caro. On passe à Armelle Le Goff. Vous savez que 20 minutes est partenaire de cette émission. Jean-Baptiste Lemoyne, sa directrice de la rédaction, a une question à vous poser. Il s'agit du télétravail élargi dont on parle tant. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Une étude Harris Interactive pour le ministère du Travail réalisée entre le 3 et le 9 janvier montre qu'en dépit de 300 000 cas de Covid quotidiens, le nombre de salariés en télétravail n'a pas évolué à la hausse. Comment faire pour que les entreprises, et notamment les PME et TPE, se conforment aux mesures sanitaires et adoptent à plus long terme des mesures sociétales nécessaires comme le télétravail, tout en maintenant un collectif cohérent et performant économiquement ? Oui, alors le nombre de télétravailleurs effectivement est resté à peu près stable par rapport à décembre, mais il y a une évolution, c'est que en revanche, il reste plus longtemps en télétravail. On a vu qu'il y a presque une demi-journée, une journée de plus. La durée s'allonge, exactement. Donc on voit que les employeurs, les employés, tout le monde fait des efforts pour éviter le maximum de situations de brassage. Et moi, je fais confiance par définition aux employeurs. Leur intérêt, c'est aussi de protéger leurs salariés. Leur intérêt, c'est de faire en sorte que ça tourne. Mais c'est aussi, j'en suis conscient,
un certain nombre de contraintes, parce qu'il faut repenser son organisation d'entreprise. Il faut aussi être pragmatique. Il y a des postes télétravailleurs viables, il y en a qui ne le sont pas. Et donc, face à cela, naturellement, on en tire toutes les conséquences. Les entreprises, c'est aussi les travailleurs indépendants. La France en compte 3 millions. Les députés ont voté lundi en faveur d'un statut unique du travailleur indépendant et qui permet notamment de protéger leur patrimoine en cas de coup dur. Qu'est-ce que ça va changer et est-ce que ça va pouvoir encourager des vocations? Bien sûr. Alors, c'est une véritable révolution que le président de la République a souhaité. Il s'était exprimé, il avait présenté un plan indépendant, c'était mi-septembre. Et ce projet de loi que vous évoquez, qui a été adopté lundi à l'Assemblée nationale, c'est la pierre angulaire de ce plan indépendant. On protège mieux le patrimoine de l'indépendant. Depuis 2015, grâce à Emmanuel Macron déjà, la résidence principale, la résidence était protégée. Désormais, on élargit le champ de ce qui est protégé parce que ne pourront être éventuellement mis en garantie, saisis, etc., que des éléments utiles à l'activité professionnelle. Donc, il y a plein d'autres éléments autres que la résidence principale qui vont ainsi être protégés. Et ça, c'était vraiment très attendu. Deuxième chose aussi, quand on est indépendant, on n'est pas à l'abri d'un coup dur. Et pour autant, eh bien, vous n'êtes pas éligible à tout ce qui est chômage, etc. Et donc le président l'avait annoncé en 2017, nous le faisons, nous mettons en place une allocation travailleur indépendant qui permet de travailler au rebond. Pendant 6 mois, vous avez une allocation forfaitaire de 800 € au moins, voilà, qui vous permet un petit matelas de sécurité. Exactement, un filet de sécurité. Denis Caro. Sur le commerce, les soldes d'hiver viennent de débuter. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre dans ce contexte de crise sanitaire? Et on le voit avec le télétravail, il y a beaucoup de magasins qui sont vides. Ah oui, totalement vide. Alors c'est vrai, j'ai les premières statistiques là, parce que vous savez qu'elles commencent un tout petit peu plus tôt dans l'est de la France, en Alsace, en Moselle, et donc manifestement, effectivement, le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Ouais. Vous avez déjà des indications? On a quelques indications, effectivement, qui vont dans ce sens-là, donc d'une baisse du chiffre généré. Et c'est pour ça que je lance aussi quelque part un appel patriotique aux consommateurs. On a remarqué pendant la crise que finalement, on avait réussi, grâce à tous ces dispositifs d'aide, à préserver quand même bien le pouvoir d'achat, les revenus des ménages français. Et d'ailleurs, des études montrent que certains avaient pu aussi faire des économies parce que, par définition, il y a des dépenses que vous ne pouviez pas faire. Et bien, c'est le moment aussi de soutenir vos commerçants et de vous faire plaisir parce que des soldes, c'est aussi l'occasion... Allez consommer. Exactement. De pouvoir acheter à prix cassé. Et puis, ça permettra à ces commerçants aussi de refaire une trésorerie pour préparer les prochaines saisons. On le sait, la crise a accéléré la progression du e-commerce. Les commerçants de centre-ville, notamment, subissent cette évolution de plein fouet. Comment on peut les aider à s'inscrire eux aussi dans cette transformation digitale? Oui. Alors, j'ai réuni d'ailleurs avec Bruno Le Maire les assises du commerce. C'était au mois de décembre et puis et là, il y a quelques jours, pour recevoir les conclusions de ces groupes de travail qui ont fédéré des commerçants de toute nature, justement, petit commerce, grand commerce. Et donc, je crois qu'il y a un diagnostic qui est très clair, c'est qu'on doit faire face à un certain nombre de transitions. Transition numérique, parce qu'aujourd'hui, le concurrent, vous avez des entreprises chinoises qui vous livrent en H24, et donc, c'est un véritable défi. Comment on s'adapte à ça? Transition aussi écologique, puisque un certain nombre d'adaptations à conduire dans les locaux. Et donc, nous, on veut donner aux commerçants les moyens de faire face à tout cela. Et donc, nous ferons prochainement des propositions au président de la République, au Premier ministre. Je pense qu'il faut leur donner les moyens d'investir dans toutes ces dimensions numériques, écologiques, etc., pour faire face à la concurrence. Face à cette concurrence, le secteur de la distribution demande un allègement des contraintes liées au travail le dimanche. Est-ce que c'est envisageable? Très vite. Alors, il y a eu un certain nombre d'assouplissements conduits déjà depuis quelques années, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose. C'est que vous pouvez commander d'un clic le dimanche après-midi et être livré également 15 ou 20 minutes plus tard. Donc il y a quelque part... c'est déjà ouvert le dimanche. Il y a une inéquité justement pour un certain nombre de commerces physiques, mais vous savez, la question du travail dominical, c'est aussi une question très sensible qui renvoie naturellement... Mais les choses vont vite. Bien sûr, non, mais qui renvoie aussi à un travail à conduire entre les partenaires sociaux. Mais on voit que les évolutions de la société, eh bien, elles font que... on ne peut pas ne pas voir ces évolutions.
La une de Nice Matin, Denis Caro. La une de Nice Matin sur l'hôpital, épuisé mais engagé. On est allé à la rencontre des soignants à l'hôpital de Cannes, à l'unité Covid, mais aussi des patients majoritairement non vaccinés et qui regrettent amèrement d'avoir mis leur vie en danger. Bien sûr. Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau. On continue avec vous, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué au tourisme, aux Français de l'étranger, à la francophonie et aux petites et moyennes entreprises, en passant aux questions internationales, puisque la francophonie en fait bien entendu partie. Demet Korkmaz de TV5 Monde est sur ce plateau dans un instant. Bonjour Demet, merci d'être avec nous. La France, son rayonnement passe aussi par l'éducation nationale. Absolument, et par ces universités. Depuis 2019, les frais d'inscription pour les étudiants extra-européens ont considérablement augmenté. Ça a été multiplié par 10. On est autour de 3 700 € pour un master. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, que ça mette en difficulté l'attractivité des universités françaises ? Alors écoutez, les chiffres montrent que, on continue à être attractif. Sur 5 ans, on a augmenté de 23% le nombre d'étudiants internationaux. On continue. Le contribuable français continue à financer pour 2/3 les frais de scolarité de ces étudiants internationaux. Donc effectivement, il y a une contribution qui leur est demandée, mais je vois, les chiffres sont là. Ça n'a pas freiné cette attractivité, je m'en réjouis. Mais la France est passée de la 4e place à la 6e place et nous sommes devancés par des pays comme l'Allemagne et la Russie. C'est un peu problématique, non ? Ça montre qu'il y a de toute façon, partout dans le monde, les échanges s'intensifient en matière d'étudiants, mais ça veut dire que peut-être d'autres croissent plus vite que nous, mais nous continuons à croître. Et je peux vous dire qu'on est déterminé à jouer ce levier, non seulement au niveau de l'université, mais également au niveau d'en dessous, au niveau des lycées, des collèges, de l'enseignement français à l'étranger, parce que c'est aussi une façon de préparer les cohortes à venir des étudiants. Alors, parlons de ces lycées étrangers qui accueillent énormément de Français, 60% des Français, 40% des locaux. Le problème, c'est son montant, encore une fois. Certaines familles ne peuvent pas assumer les frais de scolarité, qui sont autour d'une moyenne de 7 500 €, quels que soient les pays. Là encore, il y a des Français à l'étranger qui souffrent, surtout pour ceux qui ont 2 enfants, 3 enfants. Alors, il est vrai que cette scolarité, elle a un coût, elle a un prix. On est globalement plus compétitif que les enseignements de type anglo-saxon, mais c'est pourquoi, d'ailleurs, on a mis en place un système de bourse qu'on a augmenté de façon significative pendant la crise, parce qu'on voulait éviter, d'ailleurs, que des familles frappées par la crise économique liée à la crise sanitaire soient obligées de déscolariser leurs enfants de l'enseignement français à l'étranger. On a fait un plan de 220 millions € pour accompagner l'enseignement français à l'étranger, en accroissant notamment le système des bourses, en faisant en sorte que aussi des personnes qui sont plus dans les classes moyennes puissent en profiter. Et on va Alors, visiblement, ce n'est pas encore tout à fait au point. J'ai des amis qui habitent à l'étranger et qui m'ont fait part de leurs difficultés à monter les dossiers pour pouvoir bénéficier de ces bourses-là. Et visiblement, pourquoi n'avoir pas décidé, comme ça peut l'être par exemple pour les cantines françaises, une dégressivité en fonction du revenu des familles ? Il n'y a pas que des personnes qui travaillent dans des grands groupes à l'international. Vous voulez dire qu'il n'y a pas que des Français de l'étranger riches ? Absolument. Non, mais d'ailleurs, les Français de l'étranger, c'est une communauté qui est très diverse. Et justement, l'image de l'expatrié du grand groupe, certes, ça existe encore un peu, mais il y a aussi beaucoup de Français qui font le choix de la mobilité pendant quelques années, qui s'enrichissent d'une expérience à l'étranger, peut-être avant de revenir ou d'aller dans un autre pays. Et donc, vous avez des chiffres là-dessus ? On connaît la proportion ? Alors, hélas, on voit que avec la crise, certains ont fait le choix d'ailleurs de revenir, vers la mère patrie. Donc on a une petite baisse des Français établis hors de France, mais je pense que dès lors que, parce que c'est vrai que ça a été dur avec les fermetures de frontières, vous êtes coupé de votre famille, on a peut-être moins confiance dans les services hospitaliers à l'étranger que dans son propre pays. J'espère que dès lors que tout ça sera réglé, nous repartirons à la conquête, si je puis dire. Mais encore une fois, je peux vous dire que... Et la dégressivité, est-ce que ça peut être envisagé, par exemple ? Ce serait juste, non,
varier les frais d'inscription en fonction du revenu des familles. En fait, quand justement on bouge les critères pour qu'il y ait des personnes, que le niveau de revenu permette de mieux prendre en compte des classes moyennes, ça revient à apporter une réponse. C'est le choix qu'on fait, c'est les bourses, plutôt que ce système de dégressivité. Mais encore une fois, très conscient des efforts que font les parents. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai souhaité que les parents soient mieux représentés au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Samantha Cazebonne, sénatrice, a déposé une proposition de loi qui va être débattue prochainement au Sénat, qui leur donnera plus de place. C'est normal parce que ils payent de façon importante. Et ils contribuent aussi à la richesse de la France puisqu'ils payent jusqu'à 900 millions d'euros en taxes et en impôts. C'est pas négligeable. Alors, sur la dimension fiscale, reste la CSG et la CRDS pour certaines personnes qui sont en dehors de l'espace européen. Dans l'espace européen, ça a été aboli pour des raisons justement d'unification. Mais c'est pour ça qu'on a aussi, nous, voulu être au rendez-vous du soutien, parce que ces personnes-là, effectivement, elles contribuent parfois par leurs impôts. Donc la solidarité nationale devait s'exercer. C'est ainsi qu'on achemine des vaccins dans 69 pays. C'est ainsi qu'on est à leur côté pour leur faciliter la vie. On travaille à la dématérialisation d'un certain nombre de procédures administratives. Et donc, l'État se doit d'être à leur côté parce qu'effectivement, ils sont pleinement membres de la communauté nationale. Ils sont français à part entière et parfois contribuables. Dernière question, très vite. Très souvent. Et dans une feuille de route, Jean-Yves Le Drian a parlé d'une bataille de lutte d'influence féroce entre les nations. Il parle aussi de l'urgence à repenser les outils de la diplomatie. Quels pourraient être ces nouveaux outils pour la francophonie, par exemple ? Comment est-ce qu'on pourrait parvenir à avoir une meilleure influence à l'étranger ? Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se jouent sur la toile, sur Internet. Et c'est cette dimension digitale, je pense, où on doit être peut-être plus performant. Et d'ailleurs, vous évoquiez la francophonie, je me réjouis justement d'être ici, sur votre plateau, parce que TV5 Monde, vous y participez pleinement. Et vous avez d'ailleurs lancé une plateforme qui permet d'accéder à des contenus... TV5 Monde Plus. Exactement. Qui en plus est accessible gratuitement. Et donc j'en fais régulièrement la promotion parce que je pense que c'est sur le digital qu'on doit mettre le paquet. On voit bien que d'ailleurs un certain nombre d'États sont très présents et parfois, hélas, pour peut-être semer des vérités alternatives, pour ne pas employer un anglicisme, et qu'on se doit face à cela d'être objectif et de porter cet esprit, universel et des Lumières qui nous est cher. On va parler un peu politique. Vous êtes un ancien sénateur LR, Jean-Baptiste Lemoyne. Que pensez-vous de ce qui se passe dans votre famille politique qui a l'air de s'être unie, au fond, derrière Valérie Pécresse ? Est-ce que vous n'avez pas un petit regret, quelquefois, de ne pas être resté avec vos amis qui sont maintenant tous alignés derrière Valérie Pécresse, qui est candidate à l'élection présidentielle ? Je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous de la situation à droite. Regardez, moi j'ai été engagé... à démocratie libérale, historiquement, derrière Alain Madelin. Après, on a fait le choix de s'unir. Précisément, je vais venir. Les libéraux, les centristes, les gaullistes, etc., au sein de l'UMP. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a une droite, en réalité, qui est rabougrie. Vous savez, les centristes, les libéraux, ils ne se reconnaissent plus vraiment dans le Républicain. Ils sont plutôt venus derrière Emmanuel Macron. J'ai vu que vous étiez sévère à l'égard de Valérie Pécresse. Vous avez dit, elle ressort le Karcher, alors que tout ça avait été échoué sous Sarkozy. En gros, vous avez dit ça. Elle a passé au Karcher les effectifs de police et de gendarmerie. Elle était ministre du Budget. Moins 12 500 effectifs. Donc son Karcher, hélas, on en paye le prix aussi. Parce que nous, derrière, il a fallu qu'on recrute 10 000 personnels de forces de sécurité intérieure. Mais sur la situation de la droite, regardez, Guillaume Pelletier, qui rejoint Éric Zemmour, et qui sera rassemblement suivi par d'autres ralliements. Ça montre bien que, en fait, cette droite, elle est complètement écartelée entre, d'une part, une frange plus identitaire et puis une frange plus libérale qui, elle, se reconnaît dans l'action du président de la République. Et d'ailleurs, on continue à attirer de nombreux élus locaux qui se reconnaissent dans une démarche pragmatique. Alors justement, vous allez représenter le président de la République à l'étranger lorsqu'il sera
officiellement, s'il est candidat à la présidence de la République, avec des comités de soutien qui doivent et naissent, je crois, un Tout peu à fait, partout on est dans une le soixantaine de comités de soutien. Vous attendez quoi? C'est un réservoir de voix, ça? Établi par les Français C'est un réservoir de voix pour Emmanuel Macron? Mais surtout, c'est, je crois, les Français établis hors de France, c'est des gens qui osent, qui innovent, qui ont pris des risques et donc qui se reconnaissent également dans la démarche du président de la République qui veut une France qui soit plus forte à l'international, plus reconnue, qu'on écoute et donc qui, d'ailleurs, ont massivement apporté leur suffrage. Donc il est candidat au président. Si vous organisez des comités de soutien moi, je souhaite c'est qu'il est candidat. Je souhaite ardemment qu'il soit candidat et pour qu'on puisse, pendant encore 5 ans, continuer un certain nombre de transformations. Regardez, en matière d'attractivité, de compétitivité, la France, elle est de retour. On est le premier pays en termes d'investissement direct étranger en Europe, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. Donc bon, voilà, les résultats sont là. Quand vous avez appris qu'on vous donnait à nouveau les petites et moyennes entreprises, quand Alain Griset a dû démissionner, ça se passe comment? C'est un coup de fil du président, du Premier ministre qui dit voilà, on vous attribue une nouvelle délégation ministérielle. Ça se passe comment? Effectivement, tout ça est arrivé un peu